Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonjour. Nous sommes mi-janvier 2017. Il y a quelques semaines, le deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila à la tête de la RD Congo a pris fin. Et comme il n'y a pas eu élection, et le pouvoir et l'opposition ont été obligés de faire des négociations afin qu'on trouve un cadre pour gérer le pays en attendant les prochaines élections. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une information qui crève l'écran, c'est le bruit de bottes à l'est de la République. Et pour en parler, nous recevons, nous, Info en ligne des Congolais de Belgique, nous recevons un invité. L'invité, c'est M. Baravouga Salomon. M. Baravouga Salomon, il est secrétaire général aux relations extérieures et information et communication de l'ASP. L'ASP, c'est quoi? L'ASP, c'est l'Alliance pour le salut du peuple congolais. Mais l'ASP est né sur les cendres du mouvement M23. Monsieur Baravouga Salomon, bonjour. Bonjour, mon très cher frère Cheikh Fita. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, que pouvez-vous dire de vous et de votre parcours et comment vous vous retrouvez à ce niveau du parti? Voilà. Chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutez, qui nous suivez ce midi, je tiens à vous exprimer d'abord ma gratitude pour la disponibilité de recevoir cette information indispensable à l'éclairage sur le drame que nous vivons dans notre pays. En effet, comme vient de le dire Cheikh Fita, je m'appelle Salomon Baravouga, je suis originaire de la province du Sud Kivu, sur l'île Idju, au milieu du lac Kivu, naturellement. Et je suis un ancien de Belgique. J'ai vécu en Belgique une vingtaine d'années, j'ai fait mes études à l'ULB, j'ai un parcours politique en Belgique, au Parti Socialiste, où j'ai été élu suppléant à la Chambre en 2003, puis en 2005 comme suppléant au Conseil provincial du Brabant Wallon. J'étais chargé au sein de la Fédération du Parti Socialiste en Brabant Wallon de la citoyenneté, des thématiques culturelles et des contacts avec les jeunes. Et à cette époque-là, naturellement, je me suis pas mal préoccupé de la stabilité de la région des Grands Lacs, de la problématique de la paix et de la sécurité, principalement au Congo. Et il se fait que, depuis cette période, je n'ai pas cessé de constater à quel point notre pays manque cruellement de volonté de donner la paix à tout un chacun, de laisser le peuple vivre en paix, de permettre aux citoyens d'être des frères et pas des ennemis et pas des adversaires. J'ai pu constater à quel point les citoyens congolais sont considérés comme des animaux dans leur propre pays. J'ai pu constater à quel point les citoyens congolais sont exilés à l'intérieur de leur propre pays car ils ne sont pas chassés vers l'extérieur. J'ai pu mesurer et vivre par moi-même la détresse de la diaspora congolaise car moi-même je suis rentré à Kinshasa et fus confronté, hélas, à des mécréants au pouvoir qui voulurent me liquider et j'ai pu y échapper. Dieu merci. Alors, naturellement, depuis 2009, j'ai suivi également la problématique de ces négociations entre le CNDP et le pouvoir de Kinshasa, où on espérait que le pays allait en fait vivre en paix, en résolvant la problématique des groupes armés à l'Est. Et malheureusement, ce fut un échec. Il y a des accords qui avaient été signés qui n'ont pas été respectés. Et vous vous rappellerez qu'à l'époque, le gouvernement Mobutu n'arrêtait pas de dire que la paix règne au Congo, mais en réalité, au Kivu, nous savons qu'on violait, on tuait tous les jours avec la bénédiction du pouvoir. Et ça, malheureusement, ce n'est pas connu de tous nos compatriotes, sauf quelques-uns qui s'y intéressent. Ça vaut la peine que les citoyens congolais en soient informés aujourd'hui. Et il se fait que, en 2012, après avoir truqué et volé les élections, nous avions constaté à quel point les militants des droits de l'homme se firent assassiner comme des lapins. Les journalistes se firent assassiner comme des lapins. Et l'icône de la lutte pour la démocratie au Congo, M. Étienne Tshisekedi, Lomzé, permettez-moi de l'appeler ainsi, je crois que ça ne lui déplaira pas s'il suit cette émission, il fut séquestré chez lui à la maison parce qu'il a osé dire que ces élections n'étaient pas légitimes. En citoyens patriotes, nous nous sommes révoltés contre cette situation, sans parler effectivement de cette
manière de traiter les citoyens comme les animaux. Et c'est là que naquit le M23. Le M23 qui n'avait pas que des revendications militaires liées aux accords non respectés par le pouvoir entre la démobilisation et l'intégration des anciens CNDP dans l'armée ou dans la police ou dans la vie civile. Il s'y a ajouté effectivement ces problématiques-là de la triche, du hold-up électoral, de la violation des droits de l'homme, des assassinats, la tentative d'assassinat du docteur Mukwege. Tout ça faisait partie des revendications. Nous demandions que l'éclairage soit fait sur tous ces problèmes-là. Et malheureusement, nous fûmes pourchassés, nous fûmes maltraités par l'opinion nationale, en particulier le pouvoir, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour nous faire passer pour des étrangers parce que nous avions osé revendiquer ce que tout citoyen congolais a un droit de demander, à savoir les institutions solides, démocratiques, comme dirait Obama, des institutions qui soient fortes, pas des hommes qui soient forts. Et malheureusement, cette rébellion du M23 qui a été diabolisée a été défaite par l'intervention de la MONUSCO que vous connaissez. Et après avoir été défaite, la communauté internationale a pu reconnaître les revendications légitimes du M23. Et ces revendications légitimes politiques devaient être portées par un parti politique, non par un mouvement armé. C'est là que le bishop Jean-Marie Runiga, moi-même, Maître Chokwe et d'autres camarades, nous nous sommes mis sur la table. Nous avions créé le parti Alliance pour le salut du peuple congolais, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba qui a été signé sous le haut patronage des Nations Unies, la CIRGL, la SADC, entre le parti, je dirais la partie du pouvoir et l'ancienne rébellion. Ceci se solda naturellement par les déclarations de Nairobi où chaque parti s'engageait à respecter ses engagements pris pour la mise en application de l'accord cadre et la pacification de la région des Grands Lacs tout entière, notamment la résolution de la crise migratoire qui sévit aux frontières du Congo, la résolution des problématiques des déplacés intérieurs, la résolution de la problématique de tous ces groupes armés qui pullulent et qui sont financés par le pouvoir de Kinshasa. Et nous crûmes effectivement que le pouvoir allait s'y tenir. Hélas, vous vous souvenez que dans la résolution 2277 du Conseil de sécurité, les Nations Unies demandaient déjà qu'on mette sur pied un dialogue hautement inclusif pour résoudre les problèmes du Congo. Et que fit le pouvoir? Naturellement, ils ont convoqué les concertations nationales Made in Kabila. Mais ce qui nous amène à faire cette émission aujourd'hui, c'est l'actualité. Et dans l'actualité, c'est quoi? Le gouverneur Paluku a dit qu'il y avait des M23 qui ont traversé la frontière. Je viens de lire dans mes tweets, le ministre des Informations, M. Mende, a confirmé cela. Il a même ajouté que le FARC s'en occupe. À votre niveau, quelle information vous disposez de ça? À mon niveau, les informations dont je dispose confirment effectivement qu'il y a eu 200 personnes qui ont traversé la frontière par la frontière d'Ishasha, dans le Nord Kivu, la frontière avec l'Ouganda. Mais je dois préciser quand même quelque chose. J'ai entendu monsieur le gouverneur du Nord Kivu, monsieur Julien Paluku, dire qu'il y a une attaque généralisée qui se prépare. Pour tout citoyen militaire ou civil qui comprend bien, j'aimerais savoir comment une attaque généralisée peut se produire avec 200 personnes. Ça, il faut vraiment avoir de l'imagination. Il faut qu'une seule personne puisse s'occuper d'une commune pour provoquer une attaque généralisée avec 200 personnes. C'est pour vous dire que quand M. Paluku parle, moi j'ai tendance à dire qu'assez souvent, tout ce qui est excessif est insignifiant. C'est le genre même de communication que nous connaissons propre à M. Mende, à M. Paluku. Ils exagèrent, ils partent d'un fait réel, ils ont tendance à exagérer et à déformer l'information, ce qui dénature finalement les informations qu'ils donnent. Mais en effet, il y a eu traversée de 200 personnes qui, naturellement, sont des anciens M23. Et là, précisons que la problématique des anciens M23 devait être réglée dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est que le pouvoir de Kinshasa a toujours refusé d'appliquer. Même notre parti a eu du mal à se faire reconnaître alors que cet accord cadre existe
et devait permettre de pacifier notre pays et toute la région des Grands Lacs. Et ils veulent quoi, ceux qui ont traversé? Voilà. Il faut analyser le problème de deux manières. La première manière, c'est que, comme le pouvoir de Kinshasa n'a jamais voulu résoudre cette problématique, conformément aux engagements pris envers la communauté internationale et je dirais nationale, ils veulent d'une manière ou d'une autre, ils puissent instrumentaliser, se servir de ces gens comme du bétail, comme des mercenaires, un peu comme ils font avec les FDLR, en espérant qu'ils en tireront les dividendes pour se maintenir au pouvoir illégalement comme ils en ont coutume. Dilapider les deniers publics en disant qu'ils ont des guerres qu'ils sont en train de mener contre des rebelles et ainsi continuer à se sucrer, amasser des milliards comme nous l'avions constaté. Non, ma question c'est celle-ci. Ceux qui ont traversé, oui. ils ont commencé une rébellion oui. ou il y a d'autres raisons pour lesquelles ils ont décidé de quitter le pays où ils étaient pour traverser la frontière? La réalité est que, comme je disais, ces gens, ça fait 4 ans qu'ils vivent dans des situations inimaginables, dans des camps de réfugiés. Et chaque fois, les Nations Unies, tout le monde a demandé au Congo de rapatrier ces gens. Le Congo, le pouvoir, disons, ne veut pas rapatrier ces gens. On a demandé au pouvoir de mettre sur pied un programme DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion. Le gouvernement ne veut pas mettre ça en place. Et à chaque fois quand M. Mwamba, François Mwamba, était le coordonnateur national du mécanisme national de suivi, je me souviens que le président Museveni avait clairement dit qu'il ne pourra pas garder éternellement des militaires étrangers sur son sol, qu'un jour ou l'autre, si le Congo ne prend pas ses dispositions, il lui enverra sa marchandise. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, ce genre de situation arrive, parce que Museveni avait déjà prévenu le gouvernement congolais. Mais le gouvernement congolais, comme d'habitude, a négligé tout. Comme il considère le Kivu comme étant la marchandise qu'ils doivent utiliser tout le temps, la population est considérée comme des objets, ils ne respectent rien. Ils veulent toujours revenir avec des guerres interminables qui financent. Et là, naturellement, ils veulent provoquer un mécontentement. Ils ont déjà provoqué un mécontentement, des frustrations énormes, et sur lesquels ils vont se greffer, chemin faisant, pour continuer à se maintenir au pouvoir. Donc ces jeunes qui ont traversé la frontière, soit ils ont l'intention en effet de faire entendre leur voix, mais nous comme parti politique, nous pensons que la seule voie de trouver une solution au Congo, ça passe par la mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est un outil de paix parrainé par et la CIRGL, et la SADC, et l'Union africaine, et les Nations Unies, et l'Union européenne. Est-ce par hasard que c'est seulement maintenant? Ils n'auraient pas pu attendre qu'il y ait un gouvernement dirigé par l'opposition, ou ils n'auraient pas pu venir un peu plus tôt? Ce n'est pas pour torpiller le dialogue? Non, parce que voyez-vous, l'ASP, le parti politique dont je suis secrétaire général aux relations extérieures et porte-parole, a écrit à toutes les personnes dignes de foi, ayant autorité pour mettre la pression pour que nous puissions aller au dialogue dès le départ, pour que nous puissions soulever ces problématiques-là que le pouvoir n'a jamais voulu résoudre. Et malheureusement, nous n'avons jamais eu de réponse. Nous avions écrit à M. Edem Kojo, il ne nous a même pas accusé réception. La fois passée, nous avions écrit à la Cinco, on a accusé réception, mais on n'a jamais eu de réponse. Nous avions écrit à M. Kabila, il n'a jamais donné de réponse. Lui, ça ne nous étonne pas. On a écrit au Conseil de sécurité des Nations Unies pour interpeller sur le non-respect des accords. Nous avions même écrit aux opposants qui sont au dialogue aujourd'hui en leur disant qu'ils doivent faire attention parce que le pouvoir de Kinshasa ne respecte aucun engagement. Je peux vous faire l'inventaire des accords non tenus, lesquels aujourd'hui sont responsables de tout ce que nous vivons dans ce pays. Et je tiens à interpeller l'opinion nationale, l'opinion internationale, pour que les gens comprennent que ce pouvoir, c'est un pouvoir qui ne cherche pas la paix. Il ne faut pas se faire des illusions. Ils sont en train de signer les accords avec les opposants qui sont au dialogue, mais attention, il ne faut pas avaler des couleuvres à un moment donné. Il faut avoir la tête là où il faut avoir les idées claires pour que demain, les gens ne puissent pas commencer à pleurer. Nous, on a interpellé depuis longtemps, on a voulu participer au dialogue dès le départ,
Et nous avions toujours dit qu'on ne résoudra jamais la crise congolaise par les armes. On ne résoudra jamais la crise congolaise par le kidnapping du pouvoir, les kidnappings de personnalités. Et malheureusement, on n'est pas écouté. Je tiens à interpeller nos concitoyens qui sont au dialogue. Nous interpellons la CENCO également, nous interpellons les Nations Unies, nous interpellons l'Union européenne, les États-Unis, tous les garants de l'accord cadre d'Addis Abeba pour qu'ils comprennent que sans la paix, aucune élection n'est possible au Congo. Comment pouvez-vous imaginer une élection avec des millions de déplacés intérieurs dans le pays, dans lesquels, naturellement, nous recensons des populations qui sont chassées par le gouverneur du Nord Kivu, notre cher Julien Paluku, qui tout à l'heure, il parlait des attaques, alors que c'est lui-même qui va brûler les camps de déplacés intérieurs, qui errent comme des animaux dans le Nord Kivu. Ce sont des crimes contre l'humanité, et ça, personne n'en parle. Nous déplorons que la fois passée, quand il y a eu des massacres à Beni, nous, on savait que ça a été téléguidé par le pouvoir depuis longtemps. Parce que vous vous souvenez que quand le M23 a été défait, le pouvoir congolais n'a pas trouvé mieux à faire que de dégarnir le front de l'Est, prendre les meilleurs éléments de l'armée congolaise pour les envoyer comme casque bleu en Centrafrique. Et là, ils ont laissé le champ libre au ADF-NAL ou au FDLR qui s'y sont mis à cœur joie pour massacrer la population. Vous vous souviendrez encore une fois que, alors que la MONUSCO avec sa brigade d'intervention bien musclée était décidée à en finir avec les FDLR, mais le pouvoir congolais a refusé de coopérer avec la MONUSCO pour neutraliser les FDLR, tout simplement parce que les FDLR, ce sont les alliés du pouvoir. Donc il faut que ces réalités-là sortent. Et nos amis qui sont au dialogue doivent en être conscients. Et il faut éviter de continuer à faire du cadeau. Quand je vois comment on peut reconduire un président qui a tant de manquements, tant de trahison envers son peuple, comment on peut remettre la défense entre les mains d'un tel pouvoir, je me dis, mais nos amis qui sont au dialogue doivent ouvrir les yeux pour voir que la défense congolaise, elle est à rebâtir. Et ce ne sera pas ceux qui le détruisent qui la bâtiront. Un petit commentaire sur le dialogue. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en attendez? Bon, mon frère Cheikh Fita, un grand merci pour cette question. Je venais de le dire que nous avions toujours prôné le dialogue, mais un dialogue hautement inclusif. Un dialogue hautement inclusif n'est pas un dialogue où le mot inclusif est devenu un nouveau mot dans le dictionnaire qui devra sortir certainement en 2017, mais en précisant son utilisation géographique. Parce qu'aujourd'hui, inclusif chez nous serait synonyme de plutôt inclusif selon le choix choisi par celui qui l'utilise. Et là, malheureusement, nous pensons, et nous avions toujours prôné ce dialogue avant tout le monde, depuis 2012, quand nous avions constaté que les institutions de la République étaient détruites, nous avions été les premiers à appeler au dialogue pour résoudre la crise institutionnelle qui était non seulement de la violation de la Constitution quand on n'a pas organisé les élections provinciales et sénatoriales, personne ne nous a écoutés. Ça faisait partie des revendications que portait le M23 et nous les portons encore une fois au niveau de l'ASP. Quand nous voyons que nos compatriotes qui sont allés au dialogue acceptent de reconduire les gouverneurs des provinces, le Sénat, avec les mêmes personnes, la CENI, avec les mêmes personnes non élues, mais ces gens-là qui servent le pouvoir depuis toujours, on se demande quelle élection on aura. On est en train d'organiser un futur glissement. Donc, de ce côté-là, pour le dialogue, celui de la cité de l'OIA, nous avions demandé à y participer parce que nous, on voulait amener les vraies vérités qui fâchent. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Nous avions demandé à aller au dialogue de la CENCO également parce que ces mêmes vérités n'ont pas changé. Ces vérités-là touchent tout le monde. Ce ne sont pas les vérités de M. Salomon Baravouga. Ce ne sont pas les vérités de Cheikh Fita. Ce ne sont pas les vérités de M. Moïse Katumbi. Ce ne sont pas les vérités de Mosé Tshisekedi. Non. Ce sont nos vérités à nous tous. Et malheureusement, tant qu'on va continuer à les ignorer, on n'ira jamais loin. Nous sommes pour le dialogue, mais pas selon l'usage qu'on a fait aujourd'hui, le détournement qu'on a fait qui ne nous permet pas d'avoir de vraies solutions. Si vous dites que vous n'y êtes pas, donc vous rejoignez un peu le camp Kabila qui dit qu'il n'y a pas d'inclusion, donc on n'applique pas. Non. Mon très cher compatriote, mon très cher frère Cheikh Fita et chers auditeurs et auditrices,
nous ne donnons aucun prétexte à ce pouvoir pour s'éterniser et continuer à spolier le peuple congolais de ses droits. Nous voulons appuyer le travail qui est fait aujourd'hui par les évêques. Nous voulons appuyer le travail qui est fait par le rassemblement. Et nous demandons qu'on puisse, mettre dans les annexes des arrangements particuliers les recommandations que nous avions formulées, ça c'est un. Deuxièmement, qu'on puisse prendre en considération le fait que sans l'ASP dans la mise en application de cet accord, nous ne voyons aucune solution pour la problématique qui avait poussé au mouvement rebelle à l'est du Congo. Parce que tout ce qui a été dit et fait aujourd'hui au niveau de ces dialogues, que ce soit à la CENCO, que ce soit à la Cité de l'OIA, ils n'ont pas évoqué les problématiques migratoires qui sont la gangrène, qui sont le cancer du marasme social, politique, économique, sécuritaire que nous vivons dans ce pays. On ne peut pas continuer à traiter le peuple congolais comme du bétail. Les Congolais ont le droit d'exister. Le droit à la vie est inaliénable. Ça ne doit pas être un slogan qui est utilisé quand ça arrange M. Lambert Mende ou M. Kabila. C'est quelque chose dont tout peuple dans le monde entier a le droit de revendiquer légitimement. Et nous demandons à nos frères qui sont au rassemblement, qui sont au dialogue, de prendre connaissance et conscience que cette défense qu'ils ont encore une fois remis entre les mains de M. Kabila ne nous permettra pas de résoudre la crise sécuritaire dans ce pays. Il faut qu'ils comprennent que la défense aujourd'hui a manqué à ses responsabilités à cause de ce pouvoir. Nous avons mis tout dans les recommandations que nous avions envoyées au président de la CENCO et nous espérons que ça va être pris en considération et que l'ASP prendra part à la gestion de cette problématique, cette mise en application. Nous préconisons que dans le cadre de la mise en application de l'accord cadre, on puisse créer une sorte de commission internationale d'accompagnement qui doit faire le suivi. Parce que nous ne pensons pas que le pouvoir actuel qui maîtrise l'appareil sécuritaire financier du pays permettra le retour des réfugiés, la réinstallation des personnes qui sont dispersées comme des animaux, sans qu'ils ne puissent continuer à s'en servir pour s'éterniser au pouvoir au détriment du peuple congolais. Vous dites qu'il y a le problème crise migratoire et qui ne peut être résolu qu'à certaines conditions. Vous avez envoyé un mémo que les gens n'ont pas lu. Et donc, en quelques mots, vous nous dites, voici nos revendications, voici nos propositions. Quelles sont vos revendications? Quelles sont vos propositions? Alors, nos revendications font en même temps proposition. Parce que quand nous demandons qu'on doit mettre en application sans réserve les mesures de décrispation considérées, eh bien ça concerne tout le monde. Quand on parle de figures emblématiques, nous pensons que quand on a décidé à un moment donné de prendre les armes pour revendiquer la légitimité de la constitution de son pays, je ne peux pas imaginer qu'on ne puisse pas être emblématique de la lutte pour la libération de son peuple et du respect de sa loi fondamentale. Nous ne comprenons pas comment, par exemple, dans les mesures de décrispation, il n'y a pas eu, je dirais, une décision qui soit prise concernant le président de l'ASP. Nous ne comprenons pas pourquoi... Vous vous rappelez son nom? Le bishop Jean-Marie Roniga. Nous ne comprenons pas pourquoi, alors que nous avions envoyé Maître Chokwe, le vice-président de notre parti, à Kinshasa pour aller rencontrer nos compatriotes du rassemblement, il a été kidnappé par le général Delphé Kaimbi, le patron de la DEMIAP, qui fait le fanfaron aujourd'hui en insultant les gens, en disant que c'est un officier de la République qui a le droit de kidnapper les gens. Je rappelle que le kidnapping est un crime. Il faut que ces gens puissent un jour répondre de leurs responsabilités. Nous revendiquons également, il y a toute une liste qui a été soumise à nos amis qui sont au dialogue, nos amis du rassemblement, et soumis également à la CENCO, avec pour information à M. Kabila, concernant les personnes que nous pensons au niveau de l'ASP doivent être considérées dans les mesures de décrispation. Quelques noms? Nous parlons du bishop Jean-Marie Roniga,
Oui. Nous parlons des anciens cadres, notamment je viens de parler de Maître Chokwe qui a été arrêté, kidnappé. Nous parlons de Sotala, nous parlons de tout un tas de personnes qui sont arrêtées. Je n'ai plus la liste. Oui, en 2, tête. 3, c'est bon, hein, comme vous avez donné. Ça va. Voilà. Donc, il y a toutes ces personnalités-là qui doivent être concernées par les mesures de décrispation. Nous revendiquons la mise en application intégrale et sans condition de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ce n'est pas pour aller bloquer ce qui est en cours, non. Ça, nous pensons que dans les attributions et les obligations que le gouvernement de transition doit se fixer, cela doit en faire partie intégrante. C'est un outil de paix, ce n'est pas un outil de guerre. Nous ne sommes pas dans la guerre, nous sommes dans la recherche de solutions de paix et de stabilité régionale et nationale pour le long terme. Voilà. Nous parlons également aussi de la problématique de retour des réfugiés, de la réinstallation des déplacés intérieurs, de la résolution de cette problématique des anciens combattants du M23, que ce soit ceux qui sont en Ouganda, que ce soit ceux qui sont au Rwanda, parce qu'on ne peut pas imaginer que des militaires soient gardés dans des pays étrangers pendant longtemps, alors qu'il y a des outils qui permettent de les rapatrier. Autrement, ça représentera toujours une menace pour la sécurité et du Congo et des pays voisins. Donc, cela va de pair. Malheureusement, les gens qui sont au dialogue, certainement, ils n'ont pas tous eu. Ils sont en train de suivre. Ils sont en train de suivre. Mais nous les invitons à prendre à bras le corps cette problématique. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la problématique de M. Salomon Baravuga. Vous vous imaginez ce qui s'est passé avec l'opération Bataille Bakolo pour que nos amis qui sont à Kinshasa soient conscients de ce que nous vivons à l'Est, mais multiplié par 1 million. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec l'Angola. Tout ça pour sensibiliser nos amis qui sont dans le Bandundu et dans le Kasaï. Vous voyez ce qui se passe avec les sujets du Mwami Kamwina Sapo. Vous voyez ce qui se passe à Kabalo. Vous voyez ce qui se passe à Beni. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sur toute la République. Il n'y a que des guerres. Il faut en finir avec cette affaire. Et ce n'est pas cette armée qui est là, avec les dirigeants qui sont là, qui l'ont rendu un outil de répression plutôt qu'un outil au service de la République, que nous aurons une défense sérieuse, citoyenne et responsable. Et une toute dernière question, parce que les auditeurs qui nous suivent, ils sont très, très pointilleux. Est-ce que vous n'auriez pas dû commencer par créer un parti politique? Et si ça ne marchait pas, vous créez la rébellion? Non, vous avez commencé par la rébellion et puis créer le parti politique. Oui, tout à fait. Vous aurez vite constaté que le pouvoir de Kinshasa et le président congolais en particulier, c'est un homme qui s'en fout de la politique en réalité. Et ça, je ne sais pas si vous l'aviez constaté. S'il y a un pacifiste patenté de longue date, c'est bien Mouzé Tshisekedi. L'UDPS, c'est un parti que personne ne peut plus oser présenter de peur d'en offusquer le fondateur. Vous savez qu'il a mené des luttes pacifistes pendant très longtemps, jusqu'au moment où il s'est fait séquestrer, incarcéré chez lui à la maison, parce qu'il a revendiqué la légitimité des urnes. Maintenant, si vous me dites créer un parti politique, qui pouvait mieux revendiquer que le président de l'UDPS, qui, après avoir gagné les élections, a vu sa victoire volée et ses droits les plus élémentaires violés. Premier point. Deuxième point. Si on avait commencé par un parti politique, qu'allions-nous apporter de nouveau que l'opinion internationale n'a jamais connu avec plus de 500 partis politiques qui existent au pays, lesquels finalement sont réduits à l'état de marchandises à qui on doit payer de l'argent pour venir à tel ou tel dialogue, aller dans tel ou tel gouvernement, moyennant rémunération pour soutenir la majorité. Notre logique n'est pas celle-là, n'est pas d'aller à tout prix appuyer un pouvoir, mais de le dénoncer. Or, nous savons que dans ce pouvoir, quand on dénonce ce qui se passe en RDC, on y laisse sa peau. Donc, il fallait au moins s'assurer que la communauté internationale se saisisse du problème et il lui était difficile de le faire comprendre autrement. Comme vous le voyez, l'accord cadre en a été le résultat. Parce que la communauté internationale a reconnu les revendications politiques légitimes portées par le M23 et a exigé que ça soit coulé dans un parti politique sous le haut patronage des garants de l'accord cadre, la SADC, la CIRGL, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies.
Vous vous souvenez qu'à l'époque, quand le président américain Obama a envoyé M. Russ-Feingold, c'était effectivement parce qu'il y avait ce problème qu'il fallait aller régler. Et vous vous souvenez du travail que M. Feingold a fait, un travail qui a fâché Kinshasa. Et vous pensez que ça aurait été possible avec un parti politique de plus? Personnellement, j'en doute. Autrement dit, si ça ne change pas, vous reprenez les armes. Nous pensons qu'aujourd'hui, la période que nous vivons aujourd'hui nous donne l'opportunité de régler les problèmes congolais dans un dialogue, à condition que les dialogueurs qui sont présents sur la table aujourd'hui se saisissent des revendications que nous avions formulées et que nous leur avons envoyées, et les recommandations que nous leur avons envoyées, parce que nous avions été au fait avant eux, et nous savons à qui ils ont affaire pour le moment. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous, on le connaît et nous les avions mis en garde dans un mémo que nous leur avons envoyé. Il faut qu'ils fassent attention parce que ces accords risquent de ne pas être suivis des faits. Mais nous interpellons aussi la communauté internationale qui a parrainé la signature de l'accord cadre pour que cet outil de paix soit mis en application. Et il n'y a aucune raison que ça ne soit pas mis en application, étant donné que pour le moment, nous avons l'opportunité de le faire, mais il faut que nos compatriotes qui sont au dialogue puissent se saisir de ce dossier-là et qui comprennent que nous ne sommes pas dans des revendications corporatistes et personnelles. Monsieur Baravouga Salomon, secrétaire général aux relations extérieures, information et communication de l'ASP, nous vous remercions pour cette exclusivité que vous avez donnée à l'info en ligne des Congolais de Belgique chez Fita News. Nous osons croire que tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier ont eu à retenir ce qui les intéresse, que ce soit le président Kabila et les gens de sa majorité, que ce soit le rassemblement, que ce soit la CENCO, parce que le vœu de tous les Congolais est qu'en cette année 2017, il y ait la paix, il y ait les élections et qu'enfin il y ait une alternance civilisée à la tête du pays. Encore une fois, nous vous remercions, mais nous remercions surtout notre réalisateur, M. Gérard Kanabassao, et grâce à qui ces images vous sont parvenues. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Cheikh Fita. Merci beaucoup, cher Gérard. Merci beaucoup aux auditeurs et auditrices qui nous suivent. Merci à nos compatriotes qui se battent sans relâche pour la liberté, pour l'accès aux droits. Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache, disait Nelson Mandela. Et croyez-moi, mes chers compatriotes, ce que nous vous disons ici, nous n'avons pas la boule de cristal. Chacun doit s'y mettre, chacun doit se sentir concerné. La douleur du Kivu, c'est la douleur de Kinshasa. La douleur du Kasaï, c'est la douleur du Katanga. Il faut que nous cessions de nous faire harakiri, en recherchant les ennemis parmi nous. Cherchons plutôt les éléments qui nous permettent de nous unir, à former une nation, plutôt qu'à faire un gruyère de nation. Merci bien pour ce dernier mot qui, nous pensons, est entré dans les oreilles de ceux qui ont suivi. Et encore une fois, à la prochaine émission sur l'actualité en RD Congo.